Stéphane. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour, oui, tu as raison aux gens qui vont découvrir la vidéo. Et bonjour à Béatrice qui nous a posé une question, qui a souhaité poser. La question est, bonjour, je m'intéresse à l'éveil depuis quelques années, depuis que mon prof de yoga a partagé son expérience. Avant qu'il ne la partage lors d'un de ses cours, j'ai remarqué qu'il parlait autrement. C'est comme s'il parlait de l'intérieur et que les mots lui furent dictés de je ne sais où. Et cela a fait comme un déclic en moi. Depuis, je vais à des satsangs, j'écoute les vidéos sur l'éveil, je suis connecté à nouveau à la vie, au quotidien, plutôt à la vie, point. Au quotidien, je fais confiance et j'arrête de prendre les personnes éveillées comme étant des déesses, des dieux, car je pense que nous sommes tous éveillés à notre façon, car l'amour rassemble. J'ai envie de poser la question à Dan. Comment sent-il l'amour? Comment fait-il au quotidien? Comment vit-il l'éveil par rapport au non-éveil d'avant? Wow, j'ai beaucoup de questions en une. Tu prends celle que tu veux, les trois d'un coup, la deuxième ou la première, c'est comme tu sens. Hmm. En tout cas, c'est beau ce que tu partages par rapport à ce qui s'est passé avec ton prof de yoga où tu as senti qu'il parlait à un moment donné de je ne sais où. J'ai retenu cela, je ne sais où. Quand on ne sait plus d'où on parle. Et en ce moment même, je ne sais pas d'où je parle. Je ne sais pas ce qui va se dire. Et tu ne sais pas non plus ce que tu vas penser, ce que tu vas avoir comme réaction. On est vraiment en apesanteur, en chute libre, voilà, dans le non-savoir à chaque instant. Et c'est très beau de le remarquer. C'est rare que ce soit remarqué, en fait. Mm. C'est très beau d'être touché au point de disparaître en faveur de ceux qui se présentent. Et quand je dis disparaître, c'est disparaître en tant qu'entité séparée, en tant qu'auteur des perceptions et des pensées. Et se fondre complètement dans l'expérience. C'est faire confiance totalement, être vulnérable. Et c'est ce qui s'est passé apparemment dans cette rencontre avec ton professeur de yoga. En fait, nous disparaissons plein de fois, des centaines de fois peut-être par jour, en faveur d'un son, en faveur d'une sensation, en faveur d'une pensée, d'une expérience. Ce sont des micro-éveils, on pourrait dire, mais ils ne sont pas remarqués. Si on fait attention à ce qui se passe maintenant, qu'on observe les pensées par exemple, on peut s'apercevoir que contrairement à ce qu'on croit, elles ne sont pas rattachées comme ça les unes aux autres. Un peu comme quand on va au cinéma, on a l'impression que c'est un flux continu, parce qu'il y a 24 images par seconde et que donc on arrive à s'identifier, on a l'impression que c'est la vie là, qui est présente sur l'écran. Si on ralentissait un peu le flux de nombre de photos par seconde, on descendait à 15 ou 10, voire 5, on verrait qu'il y a une séparation entre chaque photo. Pour ça, il faut avoir une grande attention. Et quand on est très très attentif et qu'on regarde avec une attention impersonnelle son propre fonctionnement, on voit qu'il y a toujours une pensée qui arrive, puis une autre pensée qui arrive, une autre pensée qui arrive. Alors des fois, évidemment, ça va très 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 vite. Donc, on a l'impression qu'elle s'enchaîne, que c'est une trame continue. Mais en réalité, il y a un espace entre chaque pensée. Il y a un silence entre chaque perception. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné,
l'espace entre deux pensées prend conscience de sa nature d'espace. Ça, c'est miraculeux, c'est étonnant. Parce que la pensée ne s'intéresse pas du tout à cet espace. La pensée, elle s'intéresse aux formes, aux choses qu'il peut connaître de façon objective. La pensée, c'est toujours de la mémoire. Et la mémoire, c'est du passé. Donc, la pensée tourne comme ça, en rond, dans un registre très limité, et qui est celui du passé, du connu. Donc, la pensée va nous dire que ce rien, cet espace, ce silence entre deux pensées, c'est juste du néant, par exemple, ou du rien, mais un rien qui n'est pas vivant, quoi. Alors qu'en réalité, voilà, ce que tu as vécu avec ton prof de yoga, c'est que ce rien, tout d'un coup, s'est révélé à lui-même comme étant le rien qui contient le tout. C'est le mystère de la vie, c'est absolument inouï. C'est la conscience qui se saisit elle-même comme étant consciente d'elle-même. Ce rien qui était étiqueté comme rien, tout d'un coup se réveille au sein du rêve, il devient lucide au sein du rêve. Donc ça a été comme une brèche en fait pour toi. Tu vois, ça commence toujours par une sorte de fissuration dans notre mode de perception du réel. Ce qu'on croyait être vrai, tout d'un coup n'est plus vrai. Il y a une stupéfaction, étonnement. Ça doit toujours commencer par là, en fait, quelque sorte. Et ça me rappelle je ne sais pas si tu as déjà vu le film Truman Show. Peut-être certains l'ont vu, c'est un film des années 90. Justement, ça raconte le cheminement d'un homme vers la connaissance de lui-même à travers des brèches dans sa réalité. Et c'est l'histoire assez étonnante d'un homme qui vit une vie calquée sur le mode de vie idéal américain, American Way of Life, maison, femme, enfant, je ne sais même pas si il a des enfants, mais il a un travail, je crois. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, il est le protagoniste d'une émission de télé-réalité depuis sa tendre enfance, que tous les gens qui l'entourent dans la ville sont des figurants, les proches sont des acteurs professionnels, et au fond de lui, il a toujours senti comme un petit malaise, un truc qui n'allait pas, comme nous tous, hein, ici, qui sommes en chemin ou qui cherchons. Donc il y a le pressentiment de la vérité quelque part, de ce qui sonne faux, sauf que donc il n'est pas au courant. Parce que, voilà, on lui fait croire qu'il vit dans un monde faux, avec des décors de Potemkin, avec des acteurs. Puis un jour, il est dans sa petite voiture, il y a une histoire de grésillement comme ça dans la radio. Tout d'un coup, la radio qui lui est destinée à lui tout seul, en fait, hein, c'était une radio, une fausse radio. Tout d'un coup, on entend les voix en off qui parlent de quelqu'un qui est en voiture, et il se rend compte que c'est exactement le chemin qu'il prend lui à chaque fois. Donc une espèce de stupéfaction. Et puis il y a des grésillements très forts qui font que la radio rebascule sur la fréquence fausse, en fait, hein, pour lui, la radio. Et tous les gens dans la rue, ils ont des petites oreillettes et ils sursautent en même temps. En même temps, fait grésillement en lieu. Donc il commence à avoir des brèches comme ça, des fissurations dans tout ce qu'il croyait être vrai. Puis de fil en aiguille, il se retrouve dans un bâtiment, enfin je ne m'en souviens plus très bien, mais il rentre dans un ascenseur où il ne devait pas rentrer, et il se retrouve nez à nez avec une équipe de tournage qui sont dans les coulisses, tu vois. Donc c'est un peu ça, on est invité à aller dans les coulisses, tu vois, et puis de fil en aiguille, il va découvrir que ce monde dans lequel il vit n'est pas le monde tel qu'il le croyait. C'est intéressant parce que, bon, sans le vouloir sans doute, c'est un peu le cheminement que nous menons tous avec plus ou moins de conscience ici, sur cette terre. Nous pouvons nous rendre compte à tout moment que ce qu'on nous a dit, ce que la société et le langage nous disent, finalement, n'est pas vrai dans l'expérience directe. Et moi, ce que je vous invite à faire, et ce que je pense que tout le monde ici vous invite à faire, c'est de faire une exploration de vos croyances.
Et ça commence toujours par des brèches comme ça. On remet en question la nature de ce qu'on appelle la réalité, comment on perçoit le monde. Et il y a toujours un étonnement au départ, comme ça. Waouh! C'est magnifique, l'étonnement. L'étonnement, c'est vraiment le fil d'Ariane de tout ça. On doit aller d'étonnement en étonnement pour culminer dans l'étonnement d'être. Hegel, même le philosophe, disait que l'étonnement, c'était l'état le plus haut que l'homme pouvait connaître, mais que face à l'étonnement, il était comme un enfant qui se voit pour la première fois dans le miroir, et puis, hop, le retourne pour voir ce qu'il y a derrière. Donc c'est ça le problème, c'est que le mental revient, il veut interpréter l'étonnement, il veut interpréter cette ouverture, au lieu juste de rester avec. Comment rester avec l'étonnement? En voyant à quel point on est prétentieux, à quel point on prétend savoir à chaque instant. On prétend connaître. On prétend savoir ce qui est juste, injuste, vrai, pas vrai. Toutes nos prétentions, en fait, tout ce savoir qu'on a mis en place, tous nos conditionnements, en fait, tous ces filtrages-là empêchent l'étonnement. Donc dès qu'il y a étonnement, c'est qu'on se retrouve dans comment elle a dit, je ne savais pas d'où il parlait. Ouais, c'est ça. Dans cet endroit, dans ce lieu sans lieu, sur ce chemin sans chemin, la trace du désert, comme disait un très beau poème de Maître Eckhart. Voilà, on n'est pas localisé tout d'un coup. Et pourtant, on est là. Il y a quelque chose qui se sait être, maintenant. Et je vous invite tous, là, maintenant, à vous poser la question de savoir si vous êtes en train d'être. Reconnaissez simplement que maintenant, vous êtes conscient de l'expérience qui a lieu, des 5 perceptions et des pensées, éventuellement des sentiments et des émotions. Mais vous êtes cela qui est conscient de tout ça. Et cela qui est conscient de tout ça est conscient d'être conscient. Vous n'avez pas besoin de savoir qui vous êtes, au sens formel, avec des mots, avec des formes. Il vous suffit de savoir que vous êtes en train d'être. Et là, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, pas d'imaginaire. Ceux qui s'expérimentent, enfin ceux qui se reconnaissent comme étant en train d'être, cet être qui est là, n'a pas de visage, il porte tous les visages. Il n'est pas chinois, il n'est pas français, il n'est pas anglais, il n'a pas de forme, il n'a pas de passé, il n'a pas d'avenir, il n'a pas de carte de visite, il n'a pas de CV, il n'a rien à prouver. Il y a une détente absolue là, lorsque vous reconnaissez simplement que vous êtes en train d'être. C'est simple en fait, cette reconnaissance. Et après, il y avait d'autres questions. Elle me parle de ce que c'est que l'amour. Comment sent-il l'amour? Comment fait-il au quotidien? Alors là, c'est intéressant parce que à qui est-ce que tu t'adresses? Est-ce que tu t'adresses à la personne que tu perçois, dont tu as déjà un imaginaire, même si tu ne le connais pas? Tu as peut-être lu des textes de lui, ou peut-être des idées à propos de ce qu'il vit. Ou est-ce que tu t'adresses à ce dont tu as parlé tout à l'heure, qui vient de je ne sais où, et qui est autant ici que là-bas, que partout à la fois?
Parce que si tu parles de Dan, du masque, c'est intéressant, hein, la personne, le masque, parce que c'est étymologiquement très relié. La personne, c'est un masque en fait, hein, ça vient du mot persona en latin, et c'était ce que portaient les acteurs du chœur dans la tragédie grecque. Ils avaient le masque ici pour désigner qui ils étaient, quelles paroles ils défendaient, mais aussi pour projeter la voix, hein, comme on dit dans le théâtre ou dans l'opéra, que je connais bien. On doit projeter sa voix à travers le masque. Le souffle doit percuter les os là, du devant du visage pour porter l'incarnation. Mais le masque n'est pas le souffle. Le masque apparaît au sein du souffle. Donc, on n'est pas le masque. On est cette présence dans laquelle le masque se déploie. Et le masque n'est pas là tout le temps. Comme on a vu tout à l'heure pour les pensées vont et viennent. Il y a un espace entre les pensées. Et le masque, la personne, finalement, Dan, c'est quelque chose qui apparaît de temps en temps. Quand la vie en a besoin, Dan se présente avec toute la gamme possible des sentiments humains. Il n'y a rien dans cet espace qui est refusé. Et de ton côté, c'est la même chose. Mais peut-être simplement, tu n'es pas au courant de qu'est-ce que c'est que cela qui a conscience du masque. C'est ça qui fait la différence, entre guillemets, que tu sens entre celui que tu appelles Dan et toi-même. Mais, parce que selon que tu penses que ton expérience est personnelle, ou pas, ça va générer de la souffrance en réalité. Quand tu crois que c'est toi, ton corps mental qui fait les expériences, qui vit les émotions, qui vit les situations, qui vit la carrière, qui vit l'amour, qui vit la déchirure, qui vit la colère, la violence, la jalousie, c'est extrêmement douloureux. Parce que le corps mental est une toute petite caisse de résonance. Il ne peut pas supporter de vivre l'expérience de la vie. Parce que c'est pas vrai. On pourra faire des jeux comme ça quand on se rencontrera pour la soirée de l'éveil. Faire l'expérience entre n'importe quelle expérience que nous vivons, en considérant que ceci est mon expérience, le ressentir. Et puis après, cela est une expérience. Et vous verrez, on pourra le découvrir ensemble, quelle que soit l'expérience dont vous faites l'expérience dans ce jeu de révélation, dès que vous considérez que c'est votre expérience, la mienne, il va y avoir une tension corporelle qui va se manifester. Dès que vous allez la vivre comme une expérience, vous allez être comme le témoin de l'expérience. Elle va pouvoir se déployer librement. Et vous verrez alors que la personne et le corps, enfin ce qu'on appelle la personne, en gros, c'est en général, pour la plupart des gens, le corps et le mental, se déploient librement. Le mental, c'est quoi? Ce sont des pensées, des images, l'imaginaire, des histoires. Les histoires se déploient librement dans un espace, sans centre, sans un besoin d'appropriation. Et le corps, sous forme de sensation en général, si je regarde mon propre corps, il apparaît sous forme de perception visuelle aussi, mais si je ferme les yeux, c'est des sensations. Tout ça apparaît. Donc, puisque ça apparaît à moi, je ne suis pas cela. Et toi non plus d'ailleurs. C'est juste que peut-être si tu me poses la question comment tu vis ton expérience, c'est que je suppose que tu la vis pas vraiment encore. Parce que si tu la vivais, tu verrais que tu vis la même expérience que moi. Après, ton prénom c'est quoi déjà? Béatrice. Béatrice, bien sûr que le corps de Dan et le corps de Béatrice vivent des choses différentes, compte tenu de leur mémoire, compte tenu de leur histoire. Mais selon que cette expérience du corps, du mental et du monde environnant soit vécue en conscience à partir de l'espace, de la conscience, sans forme, sans limite, ou selon qu'elle est vécue
qu'elle est crue comme étant vécue au sein d'un corps mental, il y a une grande différence. Lorsqu'on pense que l'expérience qu'on vit est personnelle, c'est douloureux, c'est souffrant, et c'est source de conflit dans le monde. Et lorsque on doit à un moment donné découvrir que cette entité séparée, entre guillemets, qui n'est pas en réalité une entité, ce flux de pensée, et cette personne et cette histoire, qu'on imagine être une entité, n'est en réalité qu'un flux d'apparition, de disparition au sein de la conscience. On doit découvrir, pour s'éveiller à sa vraie nature, celui qu'on appelait moi, celui qu'on croyait être moi, qui est au contrôle de ma vie, celui qui a le libre arbitre, qui croit être l'auteur de ses pensées, qui croit être l'acteur des actes, n'est en réalité qu'un ensemble de perceptions. Donc cette demande vraiment, voilà, un moment comme ça, comme celui que tu as vécu près du professeur de yoga, peut-être que tu revis en visionnant tous ces satsangs, en lisant, peut-être que tu le vis de plus en plus. Donc une fois qu'on a eu cette brèche, je dirais, comme Truman dans son show, dans ce faux monde, ça met en route quelque chose. Il y a la recherche qui commence pour retrouver ce pressentiment. Mais te raconter ce que Dan vit, en quelque sorte, c'est un peu comme... j'entends là-dedans qu'il y a comme une volonté de te rassurer. Ou faut faire très attention à ça. C'est pas si je te racontais comment je vivais mes expériences et tout, il n'y a pas de souci avec ça, profondément. Mais si je commençais à parler de ça, ça deviendrait une histoire. Il n'y a pas d'éveillé, il n'y a pas de personne. La personne ne s'éveille pas, c'est la personne qui, en disparaissant, fait que le silence, l'espace, prend conscience de sa nature d'espace. Donc c'est un paradoxe. Donc si je te racontais comment Dan vivait, etc., peut-être toi ou d'autres auraient l'impression qu'il faudrait, tu vois, si j'ai une aiguille ici, il faudrait faire passer le fil de ton histoire par le chat de l'aiguille de l'histoire de Dan, tu vois. Alors que c'est absolument pas ça. Ce que je t'invite à réaliser, c'est juste que ton attention est toujours portée vers les objets, vers les sensations, vers les pensées, et à retourner cette attention à 180 degrés vers cela qui perçoit. Nous aurons l'occasion lors de la rencontre de jouer à ce jeu de retournement de l'attention qui est tellement important, qui est le cœur de toute spiritualité authentique. Le retournement, l'attention est toujours portée vers les objets. Tout d'un coup, on le tourne vers cela qui perçoit. Et on découvre qu'au-dessus de nos épaules, et en ce moment, vous le découvrez avec moi, vous ne voyez pas votre propre tête. L'ordinateur, la pièce, le visage que vous voyez là-bas apparaît dans une absence de visage ici. Donc, et l'amour, c'est à un moment donné reconnaître qu'il n'y a pas de séparation. Non seulement tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sens, j'en suis le témoin sans limite et sans commencement, donc sans fin. Comment je le sais? Parce que toute limite et toute idée de naissance est une idée qui apparaît au sein de cela qui est conscient. Rien, et je dis bien rien, ne peut apparaître en dehors de la conscience que je suis. Donc l'amour, c'est reconnaître que non seulement tout apparaît en moi, en ce témoin que je suis, qui est sans limite et éternel, mais plutôt atemporel, sans âge.
non seulement ça apparaît en moi, et quand vous demeurez longtemps, enfin, c'est pas une question de temps, mais quand cela est revécu, à un moment donné, vous pouvez vous rendre compte que même qu'il n'y a pas d'espace non plus entre le témoin et ce qui est perçu. C'est ça l'amour. C'est être dans chaque forme qui apparaît. L'amour, ça peut paraître intellectuel, mais je suis le sans forme qui apparaît dans toutes les formes. Donc, ça ne peut vraiment se comprendre et s'entendre et se vivre que lorsque vous avez déjà fait ce qu'on appelle en indien le neti. Vous avez reconnu que vous n'êtes ni ceci, ni cela, que ce n'est pas le corps et le mental qui font l'expérience. Vous devez d'abord vous reconnaître en tant que témoin. Et après, vous vous rendez compte que ce témoin-là, qui est sans forme et sans âge, chaque fois qu'une expérience est accueillie, une émotion, une peur, un désir, une perception, une horreur à la télé, tout ça apparaît en vous, et puis petit à petit, ça apparaît en tant que vous. Et là, commencez à tomber amoureux de cette unité. Les mots sont caducs. Là, je tente une impossible description, donc ça ne sert à rien. Mais au lieu, tu vois, de t'intéresser à ce que vit Dan, moi je t'inviterais plutôt à retourner ton attention à 180 degrés vers toi. Par les exercices de Douglas Harding, par exemple, faire ces expériences, mais c'est le cœur même de la spiritualité. De retourner l'attention à 180 degrés vers cela qui perçoit. C'est une façon également de parler, c'est un outil pédagogique, parce que la conscience ne se retourne pas en réalité, elle est déjà là. Et tu t'en rends compte d'ailleurs. Tu t'en rends compte que quand tu tournes le doigt à 180 degrés vers cela qui perçoit, tu te rends compte que tu as toujours vu, si on parle de vision, la vie est toujours apparue dans un espace au-dessus de tes épaules. Il n'est jamais apparu à Dan, par exemple. Il a fallu faire un effort d'imaginaire que je surimpose dans l'espace pour imaginer que c'est Dan et deux petits yeux ici qui perçoivent. L'expérience du point de vue subjectif, du point de vue du sujet, est toujours vécue à partir d'un grand espace ouvert. Donc c'est juste redécouvrir que l'espace vit à partir de l'impersonnel. Et à ce moment-là, Dan, quand le masque de Dan doit apparaître, il apparaît. Et tout est bienvenu. Il peut y avoir une contraction, il peut y avoir toutes sortes de choses peuvent apparaître. Et là, il faut faire attention de ne pas poser le masque de l'éveillé sur cet espace impersonnel, qui est impersonnel. Et souvent, la tentation, c'est, quand on vit une expérience d'éveil, de disparition, de penser qu'il y a des éveillés, des non-éveillés, etc. Et de créer des catégories d'exclusion. Nous sommes l'éveil. Je suis l'éveil, tu es l'éveil. Ah, c'est mystérieux. Pourquoi c'est remarqué ou pas? Mais à un moment, tout le monde, nous pouvons reconnaître qu'en amont des pensées, qu'en amont de la perception, il y a cet espace de présence silencieuse, consciente d'être consciente, en chacun de nous. Donc, à un moment donné, la conscience se retourne chez certains êtres, c'est très mystérieux, mais ça ne donne aucune garantie. Il n'y a pas d'éveillé. C'est juste l'espace qui, à un moment donné, se retourne. Et puis, ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas parce que ça s'est retourné une fois qu'on prend refuge là-dedans, qu'on demeure là-dedans, qu'on s'effondre là-dedans complètement. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'établissement dans cette présence impersonnelle. Et là, ça peut durer très très longtemps, c'est presque jamais fini, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va venir, une situation que vous n'aviez pas vécue, vous croyez que vous êtes capable de tout accueillir, que sais-je, peut-être des choses auxquelles je vais résister, il va y avoir une résistance, une contraction qui va survenir. Mais à un moment donné, vous savez juste que c'est OK. Même la contraction, même la grimace, même la colère, la violence peuvent apparaître. Parce que vous savez
que vous n'êtes pas cela. Donc, à un moment donné, vous arrêtez de vous chercher dans une forme, dans un perfectionnement, du côté de la personne, du côté du masque. Le masque, il est tel qu'il est. Il s'exprime avec ses idiosyncrasies. C'est pas toujours reluisant. Et d'ailleurs, le masque de Dan n'est pas particulièrement... tu trouveras des masques beaucoup plus intéressants, plus humbles, Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que tout ça apparaît en toi. Il n'y a rien pour résister. De la même façon que un arc-en-ciel peut déployer tout le spectre des couleurs dans le ciel sans que le ciel s'en offusque ou s'en réjouisse. Ça peut durer ou pas durer. De même, il peut y avoir ici un déploiement d'émotions, de sentiments. Simplement, c'est laissé libre d'appropriation. Voilà. Donc, c'est vrai que, voilà, lorsque tu tombes en amour de cet espace, tout est progressivement vécu, accueilli, et encore et encore. Mais ça ne cesse jamais. Il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas pas en train de pérorer au-dessus de tout le monde à travers le masque de l'éveillé qui serait le comble. Ça arrive. Mais même ça, c'est bienvenu au sein de l'espace. C'est ça qui est incroyable. C'est que l'espace, il dit toujours oui, finalement. C'est un oui, ça l'amour, finalement. De voir que nous sommes ce oui. Et le personnage, lui, il dit toujours oui, mais. Ou non, alors là, carrément. Mais quand il dit oui, c'est toujours oui, mais. D'ailleurs, ça vient toujours en satsang, ça. Les gens, ils vivent un moment d'apaisement, de paix. Et puis, mais quand même, c'est le mais qui est intéressant. C'est ce mais qu'il faut laisser vibrer dans cet espace. Donc, oublions tous ces mots et puis restons juste avec ce silence vers lequel il pointe. Tu es parti de ça. Moi, je retiendrai dans ton beau témoignage, je ne sais plus d'où ça part, ouais, on ne sait pas d'où ça va. Mais on sait qu'on est cela, en quoi tout ça va et vient. C'est ça l'invitation ici. C'est de retourner notre attention dès que nous le pouvons. C'est là l'invitation, de retourner l'attention vers la source de l'attention. Au début, il peut sembler que vous faites des efforts. Mais ce n'est pas un effort, c'est juste arrêter de faire un effort. Arrêter de faire un effort semble être un effort au début. Si j'ai la main comme ça, crispée, et que je m'en rends compte, c'est pas un effort, on est d'accord. Mais il y a des gens pour nous dire que oui, tu me demandes de prendre conscience de l'effort que je fais. Il semble qu'il y ait un effort, et puis après ça devient un non-effort. Un non-effort. Merci Dan pour... Merci Nicolas. Voilà. Cette beauté, tout cet amour de la réalité. Oui, c'est la même réalité qui se joue en ce moment en toi, en moi, en nous tous. Et après, bien sûr, chacun, nous nous exprimons de façon... si ce qu'on appelle la personne, c'est le corps mental, on a chacun notre beauté, notre laideur, notre richesse, notre pauvreté, nos capacités, notre incapacité. Mais ce dont j'ai l'intime conviction,
c'est que plus nous osons ce retournement de l'attention, et nous allons faire ça concrètement, prendre le temps de faire ça lors de notre rencontre le 5 juin prochain, plus nous reconnaissons ce qui est finalement. Parce que quand je retourne l'attention vers la source d'attention, c'est juste pour reconnaître ce que je suis déjà. Plus vous prenez conscience de ce que vous êtes déjà, plus ce personnage, quel qu'il soit, le plus infâme comme le plus balèze, va s'épanouir de la façon la plus épanouissante dans sa propre vie, avec ses proches, avec la société, avec le monde. Ça, j'en ai l'intime conviction, que le personnel fleurit vraiment de l'impersonnel. Il n'y a pas besoin de donner des exemples. Car on a chacun un corps et un mental et une histoire différente. Mais toute chose étant égale par ailleurs, c'est tout ce qui m'est resté des mathématiques, je vous rassure. Lorsqu'on part de l'impersonnel, ça sert. Je n'étais pas très doué pour ça. Mon grand regret aujourd'hui, mais voilà. Toute chose étant égale par ailleurs. Parce que vous vivez à partir de l'impersonnel, parce que c'est la grande peur qui revient tout le temps en fait. Hein. Oui, mais si je m'occupe de l'espace, je ne m'occupe pas des gens, je sur Facebook, en mail, dans les rencontres, c'est tout le temps, oui, mais alors je vais aller tuer quelqu'un, je pourrais faire n'importe quoi, c'est la porte ouverte à... Non. C'est la porte ouverte vers le plus grand épanouissement qui soit. Toute chose étant égale par ailleurs. Que vous mangiez de la viande ou que vous soyez végétarien, que vous soyez soldat professionnel ou prêtre, que vous soyez sportif, artiste, ou s'ouvrir vers l'absence d'appropriation des pensées, des actes. Ça, c'est une... Voir finalement que tout a toujours été vécu sans appropriation, c'est une libération incroyable. C'est pour tout le monde. Et ça libère l'environnement aussi. Vraiment. C'est pour ça que la révolution intérieure est vraiment plus importante. Parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de révolutions dans l'histoire humaine et aucune pour l'instant n'est arrivée à faire cesser la souffrance ni à faire cesser les conflits. Ils ne font que se transposer dans des modalités différentes, de plus en plus perverses, car de plus en plus cachées sous le masque de la liberté, de la démocratie, etc. Donc la révolution intérieure, c'est une révolution au sens propre, hein, révolution à 480 degrés. C'est par là que même le personnel va s'effleurer. Voilà. Excuse-moi d'avoir été un peu long, voilà, mais c'est un mail inspirant, une question inspirante finalement. Et qui pose des vraies questions. Merci Béatrice pour ta question. Merci Dan. Donc on ira nulle part le 5 juin, mais on ira ensemble. On y est. On y est déjà. Donc moi je vous dis à tout de suite. Voilà, et puis s'il y a des gens qui te découvrent, donc ils peuvent en savoir plus sur tes activités, ce que tu proposes sur le blog Éclore en conscience, éclore-en-conscience.blogspot.fr. Donc il y a des 2 satsang par mois, il y en a un tout à l'heure, là dans 25 minutes chez moi, puis ça se passe chez moi dans un cadre convivial, 2 fois par mois environ, voilà. À Paris. À Paris, dans le 19e. Il y a des stages, il faut se tenir au courant. Et puis pour les gens qui sont intéressés par un accompagnement individuel, ils peuvent nous contacter également. Voilà. Merci à tous. Et puis belles éclosions à vous tous, à toute l'équipe. Et puis on se voit pour le 5 juin à 20h30. 20h30. Merci Dan. Merci.